Bonsoir à vous, bienvenue dans l'émission Votre projet pour la Réunion. Je vous disais que après avoir vu le documentaire sur, entre autres, François Carto, généticien, on va parler de comment la recherche, la spiritualité, comment le mental influe sur l'évolution de la maladie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. La question, encore une fois, je posais la question à Pascal Bocchieni, qui est atteint donc de la maladie de Charcot. Là, comment on entretient son mental? Comment on reste positif? Alors moi, ça fait plusieurs années, au moins plus de 40 ans, 45 ans, que je fais du yoga, de la méditation, que je suis dans la quête spirituelle pour avoir la stabilité du mental, contrôler ses pulsions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une fois avoir été atteint par cette maladie, c'est là que je me rends compte, en fin de compte, de l'aboutissement de cette longue quête. Alors, je ne dirais pas que je saute de joie parce que je suis malade aujourd'hui, mais ça m'a permis de découvrir quelque chose. Mais il y a aussi une envie qu'a un malade, quand quelqu'un a une souffrance, c'est de l'exprimer, de le dire, de dire sa souffrance, parce que le dire, ça lui permet de partager aussi, de ne pas porter seul cette maladie. Mais de là, c'est la rencontre, par exemple, avec quelqu'un comme François, qui sait comment aborder les gens, les malades. Il m'a permis, sur ce plan, d'avoir un peu plus confiance en moi. Il a commencé à me donner de l'espoir. Et puis, avec le temps, tous les gens que j'ai rencontrés dans le domaine de la recherche, les chercheurs, les médecins, les encadrants, l'espoir s'est agrandi peu à peu. François Carto, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé incroyable. Lorsqu'on a une maladie, on va dire grave, on a honte. On culpabilise. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et on s'enferme. On n'a pas envie que les autres le sachent. Il y a ceux qui ont envie de le dire, mais il y a ceux qui ont envie que ça ne sache pas. Comment, et là on parlait hier du mental, de spiritualité, comment on doit construire son mental, quelle que soit notre posture, on a envie de dire ou ne pas dire, et d'accepter, parce que là, c'est l'acceptation de la maladie. Oui, et là, on touche vraiment le début de la maladie, c'est-à-dire l'annonce. Oui. Au moment de l'annonce du diagnostic, tout est cassé. On n'a plus de projet de vie, tout est par terre. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on est dans un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive ça? Le soleil s'est éteint, c'est le coup de poignard dans le dos. On entend tous ces mots parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, on se ressaisit un peu et quelquefois, on a une colère. Une colère, quelquefois même, contre nous, contre le médecin. Pourquoi on a annoncé cette maladie? Ouais. Pourquoi on a fait un diagnostic? Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on l'a pas fait trop tard? Il y a plein de questions qui se posent. Et il faut savoir, d'ailleurs, quand on est médecin, accepter cette colère. Et puis, après, il va y avoir, je dirais, l'acceptation qui vient au moment où le diagnostic tombe. Parce que la difficulté qu'on a, quelquefois, c'est qu'on est dans un doute diagnostique. On n'a pas toujours la prise de sang qui donne un résultat positif ou négatif et qui donne le nom de la maladie. Quelquefois, on est dans un doute, dans une errance diagnostique. Quelle est cette maladie? On a des orientations, mais on n'a pas un nom à donner à la maladie. Et par conséquent, on n'a pas de projet pour l'avenir. On ne sait pas comment ça va évoluer. Alors, il y a cette période où il faut accepter soit un diagnostic de certitude, soit un diagnostic qui va se faire avec d'autres examens et dans le temps. Et puis après, on a vraiment la coopération complète. C'est-à-dire que quand le malade a passé ces étapes qui sont plus ou moins longues, on va pouvoir reconstruire ce mur qui était détruit, avoir des projets de vie et au fond, vivre avec la maladie. Et c'est ça, j'allais dire un petit peu l'équation à résoudre, c'est que à partir du moment où on lui annonce sa maladie, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même projet de vie.
c'est une autre vie qui commence. Je me trompe, Pascal Bocchioni? Non, mais vous avez parfaitement raison, quoi. Et puis, tout à l'heure, par exemple, tu m'as posé une question, mais comme c'est très difficile de détailler en très peu de temps, c'est surtout moi, je m'exprime, c'est parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont aussi très malades. Et comme tu disais, c'est très difficile d'extérioriser un petit peu sa peine. Si je m'exprime autant, c'est tout simplement pour donner aussi un peu de réconfort et un peu de soulagement à tous ceux qui souffrent, mais qui ne peuvent pas malheureusement extérioriser leur souffrance qui est profondément psychologique, quoi. Et je vais poursuivre sur ce que vous venez de dire. Quand on parle, vous êtes bien placé aussi pour y répondre. Quand vous allez à la rencontre de ces malades qui sont chez eux, dans leur maison, parfois dans des situations précaires, comment à ce moment-là, vous arrivez à écouter de manière objective, à écouter avec du respect, ne pas tomber dans la pitié, dans le misérabilisme? Comment ça se fait? Comment on le fait pour que le malade ne sent pas qu'on est venu là le prendre en pitié? Dans un premier temps, sans jeu de mots, il faut avoir du temps. Parce que annoncer un diagnostic, essayer de reconstruire quelque chose, ça ne se fait pas entre deux portes. Ça ne se fait même pas sur rendez-vous. Moi, il m'est arrivé souvent de réfléchir sur la façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça peut pas être bien. Ça ne peut être que mauvais, annoncer une mauvaise nouvelle. Et je pense qu'il faut se donner le temps, c'est-à-dire choisir le moment idéal. D'abord, ne pas oublier que le médecin est au service du malade. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il faut, par exemple, lorsqu'il y a un enfant malade et qu'il y a une annonce à faire, je pense qu'il faut le couple. Il faut que le couple soit là. Et ça pose problème quand on y réfléchit dans la vie de tous les jours. Si le mari travaille, eh bien, et qu'il rentre chez lui à 6 heures du soir, c'est pas 3 heures de l'après-midi avec uniquement la maman qu'on va faire un diagnostic. Ça sera après 6 heures du soir avec le papa et la maman. Donc c'est pas simple à organiser. Et puis une fois qu'on a annoncé et que les mots tournent et qu'on a entendu ou pas, parce que le cerveau a cette capacité de ne pas entendre au moment du diagnostic. On entend des mots, on ne comprend rien, on n'entend pas. On n'entend que certaines choses. Donc il faut savoir y revenir. C'est pour ça qu'il faut avoir du temps. Il faut faire une gestion de la préannonce qui est quelquefois difficile. C'est pas obligatoirement des équipes hyper spécialisées, c'est pas en faisant des consultations qui sont avec des rendez-vous fixes 15 jours après. Le malade qui vient d'apprendre qu'il a une maladie génétique handicapante, il a peut-être besoin de quelqu'un le soir, le lendemain, un dimanche. C'est là qu'il n'est pas bien. Et c'est là qu'il faudrait se poser des questions, comment faire? Oui, mais docteur, vous le savez, et Pascal Bocchioni également, vous savez très bien que lorsqu'on fait cette annonce, c'est un ouragan qui arrive sur la personne. Tout est détruit. Et la personne doit retrouver ses esprits, trouver une posture, peut-être pas accepter tout de suite, mais pour revenir, ou alors à la rigueur pour dire, je vais quand même redemander pour voir si je me suis pas trompé, si c'est bien ce que j'ai entendu. Et là, le docteur remet l'information à la personne. Il y a tout un contexte qui n'est pas simple. Il faut répéter les choses, il faut expliquer, s'assurer que la famille qui est en face, le couple, le père, la mère, ont bien compris, l'enfant également aussi a bien compris les choses avec des mots simples. Il faut être, j'allais dire, et objectif. Il ne s'agit pas d'être ou trop optimiste ou trop pessimiste. Et puis il faut aussi, et je pense que c'est vraiment très important, savoir dire « je ne sais pas ». Ce qui n'est pas toujours facile. Et je pose la question plus à Pascal Bocchioni pour cette question, c'est à quel moment on arrive à accepter, à dire le diagnostic est là, quoi que je fasse, ça ne change rien.
je dois accepter la diagnostic qui vient de tomber. Comment on accepte? Mais c'est au fil du temps, hein. Donc en fin de compte, quand l'annonce arrive, tout ça, il y a toujours un choc. Mais comme moi, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, ça fait des années que je fais un travail sur moi-même, sur mon mental, pour que quand il y ait de tels chocs, ou encore plus grave encore, que l'on puisse toujours être serein. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter. On a une difficulté aujourd'hui, c'est Internet. C'est que à partir du moment où on parle de maladie génétique, où on annonce un diagnostic, qu'est-ce que vont faire? Les gens vont vérifier sur Internet. Ils vont vérifier. Avec les fake news, avec tout ce qu'il y a d'interprétation. Et là, je pense que nous avons, le corps soignant, un rôle très important de traduire, de restituer. Alors, je ne veux pas dire la vérité, mais restituer, j'allais dire, des explications qui soient scientifiques, qui soient médicales, qui soient le plus vrai possible et objectives. On parle de la posture du médecin, de la posture du malade. Je vais... Ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais je vais quand même mettre les pieds dans le plat. L'environnement. Parce que là aussi, quand on annonce à son environnement la pathologie qui est en soi, c'est là aussi c'est un ouragan, et souvent il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni parce qu'ils ne veulent pas entendre parler. Ça a été le cas? Oui, j'ai beaucoup souffert. Ça peut être au sein de la famille même ou des gens, etc. Quand les gens ils ont entendu que j'avais la maladie de Charcot, ils sont allés chercher sur Internet. Il y a même eu des gens qui ont regardé dans mes papiers, etc. Si j'avais cédé à tout ça, ben, ça aurait été vraiment la catastrophe, en fin de compte, pour moi. J'ai traversé une période vraiment très difficile. Ce qui a été corrigé par la suite. Donc, j'ai rencontré avec beaucoup de médecins spécialistes, le service des maladies rares. Il y avait des gens d'une très grande compétence et qui ont toujours été à l'écoute pour remettre le train sur les rails, quoi. Mais ça a été vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tout à l'heure on parlait de l'écoute, etc., que maintenant, j'ai rencontré beaucoup de personnes atteintes de ce genre de maladie, à qui j'ai pu parler comme j'ai eu des expériences négatives et positives. Et à ce moment-là, je fais ce qu'il faut auprès de ces gens pour qu'ils n'aient pas à passer à travers de ce genre d'expériences malencontreuses. Je dis ça parce que on parle souvent de gens qui sont atteints de pathologies, mais ceux qui sont à la rigueur, je dirais, qui ne sont pas malades, ceux qui sont à côté. La question aujourd'hui, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à côté? On est à côté, on sait que la personne a une pathologie. Comment communiquer sans être maladroit, sans blesser la personne, sans être dans la pitié? Quelle est la posture adéquate pour communiquer avec quelqu'un atteint d'une pathologie neuromusculaire? Mais par exemple, au moment du Téléthon, il nous arrive de passer dans les collèges, les lycées, et en général, on y va accompagné par une personne à mobilité réduite. Et on fait chaque année l'expérience de mettre un jeune collégien en face d'une personne à mobilité réduite et d'aller vers cette personne pour lui dire bonjour. Et on voit les difficultés qui existent. Comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir une main qui va se lever? Est-ce qu'il va prendre ma main? Est-ce que je le touche? Est-ce que je peux toucher un fauteuil roulant? Il y en a qui croient que c'est encore contagieux, un fauteuil roulant. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire qui peut être fait à l'école. Accepter l'autre avec cette différence, eh bien, ça fait aussi partie de cette relation qu'on peut avoir entre quelqu'un qui est bien portant et quelqu'un qui est porteur d'une maladie handicapante. Mais on a peur. Que ce soit quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui est allongé, qui malheureusement est, j'allais dire, tétraplégique. Là, on a peur. Il y a une appréhension. Comment on va lui dire bonjour? Comment on va toucher sa main? Elle est humaine.
Cette appréhension, elle est humaine. C'est pas une critique. Mais comment gérer ça? Comment de dire que cette personne-là, c'est un être humain, comme les autres? Il faut juste ajuster sa communication. Mais c'est toute la société qu'il faut changer. On est dans un égoïsme incroyable en ce moment. Tout à fait. On a l'impression que c'est sauf qui peut, chacun pour soi. C'est tout simplement regarder l'autre et je dirais avoir un peu d'empathie. Parce que il y a des gens qui... l'empathie, faut-il en avoir, faut-il pas en avoir? Mais on peut très bien aborder quelqu'un avec ses différences, avec la maladie, avec une dysmorphie, avec des difficultés de mobilité, mais le plus naturellement possible. C'est pas évident pour tout le monde. Je connais des adultes que lorsque leur enfant tombe malade, ils sont dans un déni. Ils veulent pas regarder leur enfant avec leur maladie. Ils veulent le regarder toujours comme si l'enfant est bien. C'est ça. Comment changer ça? Changer le regard. Accepter la maladie. Moi, je crois que tout ce qui concerne, je dirais, l'attitude humaine, l'être humain dans sa totalité, c'est pas forcément quelque chose qui doit s'apprendre dans des livres. C'est quelque chose qu'on doit vivre, mais on doit, je pense, s'habituer. Il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on a fait des progrès. Moi, j'ai connu une époque où les familles avec un enfant trisomique n'osaient pas amener l'enfant trisomique à la plage. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que on a vu les Jeux paralympiques, par exemple, c'est un bel exemple. Tout à fait. Quand on voit le succès, c'est ça qui va... Quand vous passez dans la rue, vous voyez une mère qui tient son enfant comme ça, la main, l'enfant est derrière et elle... On voit la souffrance de la mère. On voit que cet enfant qui est soit autiste, soit qui a une autre maladie, on voit que c'est pour elle une vraie charge. Et je dis pas qu'elle a tort en plus. Hein. C'est peut-être elle qui gère son enfant tout seul, qui gère tout. Mais il y a une souffrance parce que la maladie change. Pas seulement la vie du malade, mais les proches doivent aussi se mettre au diapason. Oui, et qui vous empêche de dire un mot à l'enfant ou à la mère? Oui, je suis d'accord. Regardez, quand on se promène en randonnée dans nos paysages, nos forêts ici, hein, on rencontre des randonneurs. On ne se dit pas tous les jours bonjour, chaque fois. On ne se dit pas chaque fois bonjour. Alors qu'on passe, quand on se voit sur les sentiers, on se dit bonjour. Oui. Donc je pense qu'il y a, ça devrait se faire naturellement. C'est naturel ou pas? En fin de compte, moi, comme je suis suivi par le service des maladies rares, il y a beaucoup de choses qui commencent à être mises en place, comme par exemple, eux, ils proposent... les gens sont souvent maladroits ou très maladroits, parce que lorsqu'ils approchent quelqu'un, comme moi par exemple, vous êtes atteint de maladie rare, les gens donnent l'impression qu'ils savent déjà tout, ouais. Hein, et ça, c'est un peu frustrant. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer aux gens en disant, vous savez, vous me voyez comme ça, d'accord, mais je suis le seul à comprendre réellement ma profonde souffrance. Alors quand on vous dit quelque chose, il ne faut pas exercer la pression et donner l'impression que vous connaissez tout, parce que ça peut aussi, dans mon cas, non, mais dans le cas de quelqu'un d'autre, ça peut être vraiment très rabaissant. Et c'est pour ça que le service des maladies rares propose qu'il y ait une thérapie au sein de la famille ou des amis pour le parler réellement de la nature de cette maladie et la façon de pouvoir approcher quelqu'un qui est dans ce genre de situation. J'allais dire, c'est dans ce contexte-là, les êtres humains qui voient la personne malade, j'allais dire, c'est instinctif, c'est de dresser une barrière pour se protéger, comme si le malade était contagieux. Il faut enlever toutes ces barrières, il faut les faire sauter. Déjà que lorsqu'il y a un enfant porteur d'une maladie génétique, les parents mettent des barrières, il ne pourra pas marcher. Il ne faut pas qu'il fasse ça, il ne faut pas qu'il se mette assis, il ne faut pas qu'il mange ça, il faut pas... Et on se met des barrières autour du handicap. Déjà, au départ, quand on est proche du malade. Alors ne parlons pas de l'environnement autour. Il ne faut pas se mettre de barrières. Parce que je reviens à ce qu'a dit Pascal Bocchielli, parce que
les parents de cet enfant, la première chose qu'ils vivent, et on en revient à ce que disait François Carto, c'est la honte d'avoir un enfant malade. La honte que, quelque part, est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que c'est une sanction? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? C'est déjà ça. On n'arrive pas à se dire c'est juste une maladie génétique. On se dit non, on a fait quelque chose. On nous a punis. Mais je pense que aujourd'hui, on a quand même beaucoup changé. On voit quand même des progrès en ce sens que dans le handicap, on arrive à voir le côté positif. Il nous arrive souvent de rencontrer, je pensais tout à l'heure aux enfants trisomiques, mais j'y repense, avoir entendu des couples me disant quelle chance on a d'avoir un enfant trisomique parce que il est très câlin, oui. Il a besoin d'affection, il vient vers nous, il a une reconnaissance et il faut savoir capter ces moments-là, capturer, pardon. Et ça, je l'ai vécu une fois avec 2 parents d'enfants vraiment dont le développement neurologique ne s'est pas fait, et d'avoir eu ces parents qui me disaient on vient de vivre des moments fantastiques avec nos enfants. Ils nous ont apporté vraiment beaucoup de choses. C'est ça aussi qu'on ne veut plus. C'est essayer d'aller au bout de nous-mêmes, de trouver en nous des capacités, de l'énergie à communiquer. Et ces enfants nous obligent quelque part à aller chercher ça. Je me souviens d'un couple qui me disait qu'il y avait un enfant atteint d'une maladie très grave puisque l'enfant est mort, et qui me disait avec la maladie de notre enfant, on a appris à voir l'essentiel dans notre vie, ce qu'on ne voyait pas avant. Et on va répéter ça, on va terminer là-dessus sur cette question, Pascal Bougueni. Aujourd'hui, avec le cheminement avec la maladie, quel est le regard de Pascal Bougueni? Déjà, il y a une chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Les grandes chaînes de télé, par exemple, quand arrive le Téléthon ou autre chose, et on passe à la télé, mais maintenant, on a déjà quelque chose de préparé ou de fait. Et ici, par exemple, à La Réunion, quelque chose est en train de se faire actuellement, naturellement. Télécréole m'aide à briser les chaînes de la communication pour que les gens voient réellement la réalité en face. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a eu des difficultés, mais quelqu'un qui est en train de s'en sortir et qui peut apporter une petite contribution à ce que tous les autres s'en sortent sereinement avec des gens comme François Carto, avec le Téléthon, dont je m'approche de plus en plus pour pouvoir communiquer. Et une dernière chose que je voudrais dire très important, je ne suis pas officiellement dans la direction du Téléthon, mais jamais aucun responsable du Téléthon m'a dit « Swami, ne dis pas ceci, ne dis pas cela ». J'ai en toute liberté et avec un très grand respect, même si je parle pour le Téléthon, ben, je suis totalement libre de tout ce que je dis, quoi. Merci Pascal Bougueni, merci François Carto. Merci. On aura l'occasion de se revoir parce que je pense qu'on va voir comment on va communiquer tout au long de l'année sur sur la maladie, sur les malades, sur la communication, et on va prendre le temps de le faire de manière, je dirais, naturelle. Merci François Carto, merci Pascal Bougueni, merci à vous de nous avoir suivis, merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.